Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en premier enseignement scientifique. On a vu le chapitre 1 sur la radioactivité, on voit le chapitre 2 aujourd'hui sur les édifices ordonnés, les cristaux. Je vous rappelle, vous avez contrôle dans pas très longtemps, et que si vous n'êtes toujours pas révisé, ben que ce serait bien de le faire, mais cette vidéo du coup est faite pour vous, si vous voulez réviser dans l'urgence, ou si vous voulez un petit peu plus de réécoute pour parfaire vos révisions. Donc, les édifices ordonnés, qu'on appelle aussi les cristaux en chimie. On va voir en premier lieu déjà la structure cristalline. Structure cristalline. Il faut savoir que on appelle un cristal du coup un édifice qui est composé soit d'atomes, soit de molécules, soit d'ions, qui respecte un agencement bien particulier dans les trois directions de l'espace. Et ça, c'est très très important. Dès que vous perdez en fait un agencement dans une des directions de l'espace, dès que l'agencement n'est plus qu'en deux dimensions, vous n'avez pas affaire à un cristal, et d'ailleurs la valeur du matériau va drastiquement chuter. Prenez par exemple un cristal qui est composé que de carbone, qui sont dans les trois directions de l'espace bien agencées, et bien vous avez le diamant, et donc qui est l'un des cristaux les plus chers du monde. Par contre, si vous perdez l'une des trois directions dans l'espace, ce que le diamant tend à faire au fur et à mesure du temps, je vous rappelle que le diamant en fait finit par se désagréger, et en fait le diamant, une fois qu'il perd cette troisième dimension de l'espace, eh bien ça devient des feuillets de charbon, et donc ça ne vaut absolument plus rien. Donc du coup, le diamant finit par se désagréger en charbon, ça c'est une réaction qu'on connaît. La réaction inverse c'est possible d'ailleurs, on peut transformer du charbon en diamant, mais en fait le coût de l'opération est supérieur au prix du diamant que vous allez vendre, donc du coup c'est pas rentable. Voilà, je vous le dis avant que vous ayez l'idée de le faire. Ce qu'il y a de bien avec les cristaux, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est assez attrayant en chimie, c'est joli à regarder. C'est long à construire, on l'a vu ensemble, hein, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la forme qu'elle adopte, en fait, que la structure cristalline adopte au niveau macroscopique, c'est-à-dire que quand on le regarde avec les yeux, directement sans outil de précision, hein, c'est-à-dire que dès qu'on le regarde à l'œil nu, ben, on se rend compte que la structure cristalline possède une forme, et cette forme, en fait, c'est la même que vous observez quand vous prenez un microscope et que vous allez regarder la structure cristalline bien en deçà, dans le milieu microscopique. Et donc du coup, en fait, le milieu macroscopique et microscopique sont en adéquation, en fait, ont la même forme. Et donc du coup, ce que vous voyez à l'œil nu, c'est en fait un agencement tridimensionnel régulier qui est agrandi à votre échelle, mais qui provient de petits maillons qu'on appelle des mailles élémentaires toutes petites, qui elles aussi respectent le même schéma, et donc du coup qui ont progressé dans les trois directions de l'espace de manière régulière, et qui forcément bah, du coup adoptent le même agencement que bah, en 3D par rapport à la maille élémentaire. Le cristal macroscopique du coup adopte la même forme, la même régularité, le même agencement. Donc du coup, quelque chose qui a une forme cubique, par exemple comme les cristaux de chlorure de sodium que vous avez ici à gauche, eh bien, sont au niveau microscopique organisés de la même manière, et vous avez un modèle éclaté par exemple comme celui qu'on a au laboratoire, je vous ai fait voir. Du coup, les ions qui sont représentés par des boules indéformables qui se touchent entre elles, ou avec de l'espace comme ici, et bien du coup sont agencés de la même manière. Voilà, il n'y a pas de différence entre ce que vous voyez à l'échelle macroscopique et ce que vous voyez à l'échelle microscopique, c'est super important. Ensuite, on avait fait notre premier TP du coup sur ordinateur, où on avait représenté, où on avait cherché notre maille élémentaire sur MINUSC. Donc effectivement, aller voir des atomes à l'échelle microscopique en TP, c'est pas facile. Par contre, les modéliser par ordinateur, ça on l'a très bien vu. Vous l'avez vu en SVT, vous l'avez vu avec moi aussi. Et du coup, on a bien regardé qu'il y avait des formes diverses et variées, plus ou moins complexes. Et on s'est arrêté du coup sur l'halite. Donc du coup, c'est le nom donné à l'agencement du cristal de chlorure de sodium, qui est du coup un cubique un peu plus compliqué que ce qu'on a nous regardé, parce que bon bah du coup c'est un cubique face centrée et arête centrée. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs exactement ça, mais c'est un agencement qu'on verra pas cette année, que si vous continuez la physique plus tard pour les spécialistes, ben, vous finirez par voir en cristallographie. Mais bref, il y a plein de familles comme ça qui portent un nom. Et ici, ben, vous avez plus d'atomes par maille que pour le cubique face centré, par exemple. Libre à vous du coup d'aller vous renseigner sur ce genre de choses. Du coup, je vous ai demandé de représenter sur votre feuille un cube avec la modélisation cubique qui était ci contre.
On a appris que chaque arête était d'une longueur, était longue d'une distance A telle que A, d'ailleurs c'est TE2LE, telle que A est égal à 0,56 nanomètres, et on avait calculé du coup l'éloignement entre deux atomes de chlore voisins, puis entre deux atomes, puis entre un atome de chlore et un atome de sodium voisin. Donc deux atomes de chlore voisins, souvenez-vous, bah, c'est la diagonale que vous aviez dans un quart de carré de la face, hein. Donc du coup, ben, vous savez que votre diagonale du carré, c'est A racine de 2. Donc du coup, forcément, si vous avez la moitié de cette diagonale, euh, donc du coup, entre ici et là, entre les deux boules grises ou entre les deux boules vertes, hein, enfin pardon, je suis sur le mauvais schéma. Entre la boule grise qui est ici et celle-ci, bah, vous avez une demi-diagonale, parce que la diagonale c'est ça, ça et ça. Et sinon, vous avez aussi de la boule verte ici à la boule verte qui est là. Mais si vous prenez un agencement supplémentaire, eh bien en fait, ce serait la diagonale entre là, là et celle qui serait au-dessus. Et donc, du coup, bah, ça revient au même. Donc, vu que la diagonale d'un carré, c'est A racine de 2, ça se prouve très, très facilement. Si vous avez le côté ici, l'arête qui fait A, et ici, ça fait A, eh bien, avec la diagonale, ça fait un triangle rectangle en ici. Et donc, du coup, bah, vous avez le côté qu'on appelle l'hypoténuse au carré, qui est égal à la somme de A plus A au carré, les deux. Et donc, du coup, bah, ça fait 2A au carré, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, eh bien, votre résultat pour la diagonale, c'est du coup racine de 2A carré. Sauf que racine de 2A carré, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de A carré. Racine de A carré, ça fait A. Et racine de 2, bah, du coup, ça fait A racine de 2. Et du coup, l'ensemble est prouvé. Donc, si je prends la demi-diagonale de ce cube pour avoir les deux boules grises les plus proches ou les deux boules vertes les plus proches, eh bien, c'est simplement A racine de 2 sur 2. Donc, ça fait 0,707 fois A. Donc 0,707 fois 0,56 nanomètres. Bref, à vous de faire le calcul. Entre un atome de chlore et un atome de sodium voisin, bah, il suffit de prendre l'arête que vous avez ici, ok, et les atomes de chlore et de sodium voisin, bah, c'est simplement A sur 2, donc 0,56 par 2, soit 0,28 nanomètres. En sachant que nous avons affaire à une maille élémentaire, ce cristal continue dans les trois directions de l'espace, calculée pour les atomes au sommet, au centre des arêtes, au centre des faces, avec combien de mailles ils sont partagés par celle-ci. Et bien du coup, nous avons vu que les atomes qui sont au sommet comptent pour 1/8, en fait, parce qu'ils sont partagés par le cube qui est à côté, le cube qui est derrière, le cube qui est encore derrière, ok, donc du coup ça en fait 4, plus les 4 qui sont au-dessus. Donc du coup forcément, bah, vous avez 8 cubes qui partagent un même sommet, enfin qui touchent le même sommet. Donc forcément l'atome qui est situé au coin, pardon, au sommet d'un cube, est partagé entre 8 mailles. Donc il compte pour 1/8 pour la maille en question. Au centre des arêtes, du coup, ben, simplement, elles sont divisées en 4, parce que vous avez du coup ce cube-là qui touche celui-ci, et celui au-dessus, et celui au-dessus. Donc du coup, ça fait 4. Et centre des faces, du coup, ben, vous avez un cube, là il est au centre, on emboîte un deuxième, et il n'est plus touchable par d'autres, donc du coup, divisé par 2 seulement. Comparer la structure microscopique à l'apparence macroscopique d'un cristal de NaCl, eh bien c'est exactement la même chose, c'est ce que je me tue à dire depuis tout à l'heure. On continue. Du coup, le TP que nous avions fait ensemble, enfin, qu'on a lancé ensemble, puis ensuite qu'on a analysé les résultats ensemble, parce que je rappelle qu'un cristal, ça prend énormément de temps à former, ça nous a pris une semaine à surveiller tous les jours, du coup, moi et la laborantine, pour pouvoir vous le présenter à l'état fini. Je vous rappelle que du coup, comme en SVT, hein, toutes les roches qui sortent du volcan, vous avez celles qui vont se refroidir très vite et qui sont qualifiées d'amorphes parce qu'elles n'ont pas de structure cristalline, donc qui ont refroidi vite et qui n'ont pas laissé le temps aux atomes de bien s'agencer entre eux. Et vous avez les roches qui sont à peine sorties de la chambre magmatique ou de la cheminée magmatique, je sais plus comment on appelle ça en SVT. Dans tous les cas, les roches qui sont trop hauts pour rester à l'état liquide et qui vont en fait avoir beaucoup de temps pour s'agencer entre elles parce que la température est quand même maintenue assez haute et les atomes du coup au moment de la formation du solide, vont avoir le temps de bien venir s'agencer pour solidifier lentement, et donc du coup, solidifier de manière ordonnée et bien régulière. Et dès lors que vous avez des roches qui sont ordonnées et bien régulières, et on appelle ça des roches cristallines, ou cristallisées, et du coup, ces matériaux-là sont beaucoup plus jolis à regarder que les roches amorphes. Pour faire du coup des cristaux de NaCl, par exemple chez vous, parce que vous pouvez le faire chez vous, hein, c'est un TP que je vous ai donné comme protocole. Ce qu'on a fait sur le sulfate de cuivre, ça marchait très bien, ça faisait des très beaux cristaux bleu cobalt. Hein.
donc du coup c'est très très joli. Le problème c'est que le sulfate de cuivre, ben, vous pouvez pas en avoir chez vous. Donc du coup je vous ai dit, avec des cristaux de sel, normalement, ça peut se faire aussi. Par contre, il faut avoir une patience de dingue. C'est pour ça que peut-être que vous ne l'avez pas essayé chez vous, mais bref, si vous voulez essayer de le faire, la technique c'est toujours la même. Vous prenez un bécher du coup chez vous, ou un verre qui peut résister à un passage au four. Ok. Vous prenez du coup un verre ou quelque chose comme ça, ou une casserole même, hein, ça marche aussi. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, donc là j'ai mis 100 ml, mais vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, tant que vous respectez un peu les proportions. Si pour 60 grammes vous mettez 100 litres, vous mettez 100 millilitres, ben pour 1 litre du coup vous mettez 600 grammes, enfin etc., etc. Bref, dans tous les cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez une certaine quantité d'eau du coup dans votre casserole, et vous allez ajouter du sel. Ok, donc le sel vous l'ajoutez, ça va se dissoudre à l'intérieur de votre liquide, et tant que vous en rajoutez, normalement vous secouez, etc., vous agitez, et ça devrait se dissoudre. Jusqu'à un moment, jusqu'à un ajout, où vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus dur, et jusqu'à un certain ajout en fait où ça va devenir impossible de dissoudre le moindre grain de sel supplémentaire. Là, on a affaire à ce qu'on appelle une solution qui est saturée. Ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter d'autres grains de sel et dissoudre davantage de sel dans ce volume d'eau que vous avez prédéfini. La stratégie, du coup, est la suivante dorénavant. C'est de mettre à chauffer votre casserole. Le fait de mettre à chauffer votre casserole, vous allez augmenter du coup la solubilité de la solution. Ça veut dire qu'en fait, votre même volume d'eau va pouvoir accueillir davantage de sel qu'auparavant. Le fait de faire accueillir davantage de sel veut dire que pendant que vous chauffez votre eau, vous allez pouvoir rajouter du coup du chlorure de sodium, parce que le chlorure de sodium que vous avez mis, qui n'est pas dissous, du coup c'est dissous. Attention, là, l'eau elle va être trouble, hein, c'est clair et net, hein. Par contre, ce qu'il faudrait du coup, c'est pouvoir voir à l'intérieur, et c'est de regarder, regarder avec ce que vous mélangez, s'il n'y a pas des grains que vous sentez à la spatule, ou etc. Bref, une fois porté à une température plus haute, attention, n'allez pas trop près de 100 degrés, parce que vous allez avoir évaporation, et donc du coup un autre phénomène va rentrer en jeu. Mais le but du jeu, en fait, va être de rajouter du sel encore, et encore, et encore, tout en ne changeant pas la température. Une fois qu'on l'a mis genre à 60 degrés, 70 degrés, vous allez continuer à rajouter du sel, jusqu'à ce que le phénomène de saturation se réopère. Ça veut dire que vous allez rajouter du sel, dissoudre, rajouter du sel, dissoudre, etc. Et quand vous allez voir que le premier cristal de sel que vous allez verser, le premier grain de sel que vous allez verser, ne veut plus se dissoudre, vous arrêtez la manip. Voilà, vous arrêtez de mettre du sel. De toute façon, maman, elle va commencer à voir rouge si vous diluez 3 pots la baleine. Normalement, bon, ça coûte pas très cher, mais c'est des cristaux après que vous n'allez pas conserver, donc du coup, c'est un peu gâché. Mais si vous voulez faire l'expérience, du coup, gardez-les, parce que si vous faites ça bien, ça peut être joli. Bref, si vous avez fait ça, normalement, vous êtes sur une solution qui est sursaturée. Vous avez du coup la saturation de la solution, et vous avez en plus des cristaux de sel que vous n'avez pas réussi à dissoudre à l'intérieur. Dès lors que vous avez ça, vous allez prendre un filtre à café, et vous allez faire passer, attention, c'est chaud, hein, vous allez faire passer du coup l'ensemble de la solution dans le filtre à café, et pas directement à l'évier, hein, vous mettez un récipient en dessous, n'importe quoi, ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut en fait, c'est que ce filtre à café en fait récupère l'excédent de sel que vous n'avez pas réussi à dissoudre. Et tout ce qui va du coup franchir le filtre, c'est la solution pile poil saturée à 70 degrés, 60 degrés de chlorure de sodium aqueux. Une fois que vous avez récupéré ça, vous allez remettre ça sur le feu, vous allez remettre ça du coup sur la plaque, etc. Mais en baissant un tout petit peu la puissance de votre cuisson pour pouvoir faire en fait un gradient de température descendant qui soit lent. Du coup, au moment où vous allez diminuer un tout petit peu la température, normalement les premiers cristaux de sel qui ne peuvent plus être conservés sous l'état dissous vont se resolidifier. Et là, le but du jeu, si vous voulez, ça va être de mettre une aspérité, une imperfection, une impureté dans votre milieu. Donc vous pouvez mettre une poussière, vous pouvez mettre un fil. Moi j'ai fait avec un fil, personnellement ça marche très très bien. Vous mettez une ficelle à l'intérieur et donc du coup les cristaux de sel vont venir se fixer dessus en priorité. Parce que dès que vous changez en fait de l'état dissous vers l'état solide ou vers l'état gazeux, et bien en fait ce changement d'état va se former sur une imperfection de votre milieu. Et s'il n'y en a pas, ça va être beaucoup plus complexe de le faire apparaître. Par contre, si vous en mettez un de manière volontaire, eh bien vous allez cristalliser à un endroit que vous aurez choisi vous. C'est la même chose que quand vous buvez un verre de champagne, ou vous buvez un verre d'eau gazeuse, ou de Perrier, ou n'importe quoi. En fait, les bulles de votre boisson vont se former en priorité
sur une aspérité du verre, sur ce qu'on appelle un défaut de votre verre. Prenez un verre de champagne parce que les bulles sont très très fines et on voit ça très très bien parce que le champagne en fait est gardé sous pression à la base. Hein. C'est un bouchon qui saute et vous avez ensuite pas mal de bulles qui en ressortent. Hein. Ça c'est un truc qui est très connu. Et bien quand vous servez une flûte de champagne, vous allez voir que les bulles proviennent toujours d'un même endroit du verre et c'est ce qu'on appelle du coup une aspérité. C'est là où le verre est imparfait, où il y a un défaut et donc du coup la transformation en fait physique qui passe du coup le gaz de l'état dissous à vraiment gazeux. Et donc du coup les bulles s'en échappent, c'est vraiment à cet endroit-là que va être fait votre transformation précisément. Donc du coup en mettant un fil à l'intérieur, vous allez forcer la cristallisation du coup sur ce fil, et tous les cristaux vont se former à partir de là. Ce qu'il y a de bien, c'est que le premier cristal qui va se former autour de votre fil va être un point d'ancrage pour les cristaux suivants. Et donc du coup, les cristaux qui vont ensuite venir, enfin les atomes, les ions, pardon, qui vont venir se fixer en plus sur ce cristal nouvellement formé, bah, vont venir en fait se mettre en corrélation avec les précédents. Et donc du coup, vous allez avoir un agencement qui va progresser dans les trois directions de l'espace de manière régulière, pourvu que vous fassiez descendre la température le plus doucement possible. Et dès lors que vous avez fait ça, eh bien c'est gagné. Voilà. Après, bien sûr, vu que votre maman, à mon avis, elle va vous tuer si vous faites un gradient de température vachement long, parce que l'économie d'énergie, on peut en parler, hein. Vous pouvez faire ça sur une après-midi, garder les cristaux quelque part, et recommencer l'opération plusieurs fois en remettant les cristaux que vous avez fait la dernière fois dans la nouvelle casserole pour refaire descendre la température. Et ainsi, du coup, les faire croître, ce qu'on appelle du coup, une croissance de cristaux déjà formés. Et du coup, vous pouvez comme ça, en fait, faire grossir de manière artificielle vos cristaux. Voilà. Après, le chlorure de sodium, c'est pas très joli, c'est gris. Je suis désolé, mais c'est tout ce que vous avez sous la main pour faire des beaux cristaux à la maison. Et déjà, c'est assez fantastique qu'on puisse répéter une opération à la maison. Par contre, prenez quand même vos précautions si vous faites cette expérience à la maison et restez quand même avec un parent à côté, ce serait quand même préférable. Du coup, la matière, elle existe sous trois états du coup fondamentaux qui sont l'état solide, liquide et gazeux. Ok. Certains solides, comme le chlorure de sodium, sont constitués d'empilements réguliers d'ions et ce qu'on appelle l'état cristallin. C'est un état de la matière solide. Ok. Le solide, il y a les états amorphes et l'état cristallin. Et bien là, on est sur un état cristallin, bien rangé, bien ordonné, etc. L'état amorphe, c'est quand tout est sans dessus-dessous. Il y a un lien qui existe entre l'organisation à l'échelle macroscopique et microscopique. Et cette structure cristalline, du coup, elle est définie par ce qu'on appelle une maille élémentaire. Si la maille élémentaire elle est hexagonale, bah, l'ensemble des cristaux seront hexagonaux. Si la maille élémentaire elle est cubique, bah, du coup l'ensemble du cristal sera cubique. S'il est pentagonal, et bah, l'ensemble du cristal sera pentagonal, etc., etc. Et tout ça en fait c'est répété périodiquement. Donc du coup vous avez une maille, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Ça selon X, selon Y et selon Z. Donc du coup sur les trois dimensions de l'espace. Je vous rappelle du coup qu'un cristal, c'est un objet macroscopique constitué d'un grand empilement d'entités organisées dans ce qu'on appelle un réseau, et qu'un réseau, c'est la position en fait des entités dans une maille élémentaire. Une maille élémentaire, c'est quoi? C'est un polyèdre dont la répétition périodique sur les trois axes de l'espace permettent d'occuper cet espace. Ok? Voilà, vous savez tout du coup sur les cristaux en tant que tels. Maintenant, ce qu'il faudrait que je vous dise, c'est comment on passe de la maille au cristal. Comment on va faire du coup, et surtout comment on va calculer en fait ce qui nous reste comme place, etc. Cette année, du coup, on va voir deux types de mailles, ok, en sachant que chaque maille est définie par sa géométrie. Pardon, chaque petit cristallin va être défini par la géométrie de cette maille, la nature et la position des entités qui la constituent, ok. Et les plus simples d'entre eux, enfin moi ce que je trouve les plus simples parmi eux, ce sont les empilements cubiques. Parce que toutes les directions de l'espace sont respectées selon un même paramètre. Dès lors que vous changez un paramètre, vous passez sur un autre type de maille, et donc du coup les calculs de volume deviennent plus compliqués, et donc du coup les calculs de compacité de masse volumique deviennent plus compliqués. La position des entités dans cette maille distingue les réseaux cubiques simples et cubiques face centrée, les deux qu'on va voir du coup cette année, et que vous voyez en dessous en schéma. Cependant, la structure microscopique du cristal conditionne certaines propriétés macroscopiques, dont la masse volumique. Si vous avez plus d'atomes par maille, en sachant que chaque atome est responsable d'une masse, eh bien forcément vous allez augmenter la masse d'une maille par rapport à une autre si elle possède plus d'atomes en son sein. Je vous avais donné du coup ce devoir maison à faire,
que je vous ai pas rendu, mais qu'on a corrigé. Et j'espère que vous avez pris la correction, parce que c'est ce qui va sûrement tomber demain, du coup, lors du contrôle. Parce que là, je tourne, il est dimanche très tard, mais du coup, la vidéo va sortir lundi matin. Et donc, du coup, ça va constituer votre ultime révision pour le devoir de mardi. Faire deux cubes assez gros et sur le premier d'entre eux, placer une boule à chaque sommet en vert. Sur le deuxième, placer des boules à chaque sommet au centre et au centre de chaque face en rouge. Vous avez, pour chacun de ces deux cubes, à dire combien d'atomes il contient, et attention, ça c'est gentil, je vous l'ai répété, chaque atome est potentiellement partagé par une autre maille. C'est-à-dire que chaque maille, du coup, ne possède pas un atome pour lui tout seul. Il est forcément partagé par quelqu'un d'autre. Calculez le volume du cube, puis le volume occupé par les atomes de ce cube, et ensuite calculez la compacité C de chaque cube. On admettra que les atomes sont tangents les uns aux autres. Ça veut dire que du coup, si une boule est sur un coin, et que la prochaine boule, elle est sur un autre coin, et bah du coup, elle se touche. Ok. Ça veut dire que votre paramètre de maille A est égal à 2 fois le rayon, normalement, d'une sphère atomique. Et ensuite, vous deviez calculer la masse volumique ρ de chaque cristal. Je sais, ça a l'air d'un P, mais c'est un ρ majuscule. Enfin, c'est un ρ minuscule qui est arrivé en majuscule, je sais pas pourquoi. Ensuite, je vous avais donné la formule de votre masse volumique, qui est égale du coup à la masse de votre atome divisé par le volume du cube, et la compacité, du coup, le volume de tous les atomes divisé par le volume du cube. Et ainsi, du coup, vous aviez normalement rendu un devoir dont la correction, je vous la rappelle, est la suivante. Donc ça, c'est une nouvelle diapo, hein, ça, vous l'avez pas vu normalement. Donc du coup, si je veux dessiner de manière très très claire ma maille, et bien du coup, je fais un cube ici, donc je fais un cube, hop, un carré de 2 sur 2 carreaux, je trace une diagonale ici, parallèle ici, et je relie tous les côtés, ça me fait un superbe cube. Et je mets du coup une boule verte à chaque extrémité qu'on appelle les sommets. Deuxième cube, je mets une boule rouge à chaque sommet et un au centre de chaque face. Donc là, j'ai pas représenté ce qui est en perspective derrière, parce que sinon le dessin devient très vite illisible, et je vous ai autorisé à ne représenter que des faces visibles pour le cubique face centrée. Deuxièmement, on vous demandait du coup de dire pour chacun de ces deux cubes combien d'atomes étaient présents. Donc du coup, le nombre d'atomes n atomes par maille de cubique simple, eh bien vous avez 8 atomes, 1 à chaque sommet, sauf que à chaque sommet, on l'a vu dans le truc précédent, c'est que à chaque sommet, du coup, l'atome est divisé entre 8 mailles. Et j'ai essayé de vous le représenter dans le schéma qui est ici à côté. Si vous mettez 8 cubes agencés du coup en 4 et 4, enfin 4 en bas et 4 au-dessus, ok, bien collés les uns aux autres, eh bien l'atome qui est au centre est partagé entre ces 8 cubes. L'atome qui est au sommet du coup, par exemple, si on prend le cube numéro 1 et qu'on le met au sommet en bas à droite, eh bien il est partagé entre le sommet en bas à gauche du cube numéro 2, entre le sommet en bas derrière à droite du cube numéro 4, dans le sommet en bas à gauche derrière du cube numéro 3, et enfin, vous avez aussi, bon là je me suis trompé, je les ai mis en bas alors que c'est en haut, je suis désolé, mais on l'a du coup en haut derrière à droite pour le cube numéro 6, en haut devant à droite pour le cube numéro 5, en haut à gauche devant pour le cube numéro 8, et en haut à gauche derrière pour le cube numéro 7. Ok, j'espère que du coup ce schéma, même s'il est un peu faux, je suis désolé, je l'ai fait tard hein, ce schéma, du coup j'espère qu'il est à peu près compréhensible, mais dans tous les cas, si vous avez du mal à voir dans l'espace, n'hésitez pas à ramener des cubes avec vous, ça pourrait être utile. Voilà, donc du coup, un atome qui est au sommet d'un cube, du coup, est partagé entre 8 mailles, et donc chaque maille, en fait, récupère, si vous voulez, une partie de l'atome, et vu que c'est partagé entre 8 parts égales, chaque atome compte pour 1/8 pour une même maille. Ce qui fait que, du coup, mon nombre d'atomes est égal à 8 fois 1/8, et donc, du coup, par maille de cubique simple, j'ai vraisemblablement qu'un seul atome en moyenne par maille. Pour le deuxième cube, du coup, eh bien, j'ai la même chose. J'ai toujours un atome, parce que 8 atomes partagés entre 8 mailles, donc 8 fois 1/8, mais j'ai aussi, du coup, sur le centre de chaque face, eh bien, un demi-atome qui est partagé qu'entre 2 mailles, ok ? Enfin, un atome qui partage entre 2 mailles, donc un demi-atome par maille. Ce qui veut dire que pour le nombre n atomes prime de la maille cubique face centrée, eh bien je vais avoir 8 fois 1/8 plus
6 fois 1,5. Ce qui me résulte en 4 atomes en moyenne par maille de CFC. CFC cubique face centrée. Je continue, pour avoir le volume de mon cube, du coup, c'est toujours la même chose, c'est toujours le paramètre de maille A, donc l'arête, au cube. Et du coup, vu qu'on a posé que A est égal à 0,56 nanomètres, et bien le volume du cube, c'est 0,56 au cube, soit 0,18 nanomètres cubes. Le volume occupé par les atomes d'une maille, qu'on va appeler du coup V atome, en sachant qu'un atome est une sphère de rayon A sur 2, et bien du coup, le volume des atomes, c'est le nombre d'atomes que j'ai à l'intérieur, fois le volume d'une sphère atomique. Le volume d'une sphère, c'est quoi? C'est 4 tiers de pi r cube, en sachant que R au cube, c'est A cube sur 8. Et donc du coup, vous devinez que 4 tiers de pi fois A au cube divisé par 8, ça donne 0,094 nanomètres cubes. Enfin, si vous calculez la même chose pour la maille CFC, et bien du coup, ça fait 4 tiers de pi r cube, donc 4 tiers de pi fois A au cube divisé par 8. Et par contre, ici, vous devez le multiplier par 4, parce que vous avez 4 atomes par maille en moyenne, et vous trouvez du coup un résultat de 0,38 nanomètres cubes. Là, il y a un souci, c'est que le volume que vous trouvez des atomes qui constituent la maille cubique CFC est supérieur à la maille CFC. Donc du coup, on ne peut pas mettre plus d'atomes dans la maille qu'il n'y a de place dans la maille. Donc il y a un problème de conception ici. Souvenez-vous, je vous l'avais dit en cours. Chaque atome, du coup, situé sur un sommet est partagé avec cette autre maille, donc du coup, il considère pour un huitième. Ça, c'est le rappel de ce que j'ai fait. Chaque atome situé sur le centre d'une face n'est partagé qu'avec une seule autre maille, donc du coup, il compte pour un demi. Tout ça, ça va bien. Et en considérant A comme une arête du cube, le volume V cube de ce dernier vaut A au cube, soit, si vous mettez ça en termes de rayon, ça vaut 8 R cube. Du coup, si vous faites le volume occupé par les atomes de rayon R, et qui équivaut à 4 pi R cube divisé par 3, donc 4 tiers de pi R cube, en sachant du coup que vous avez une compacité qui est égale au volume des atomes divisé par le volume du cube, et du coup si vous divisez en fait 4 tiers de pi R cube par 8 R cube, et bien vous trouvez que la compacité est toujours égale à pi sur 6, pour la maille cubique simple. Pour la maille cubique face centrée, du coup, dont le schéma est représenté ici, eh bien vous voyez en fait que les sphères qu'on avait dit qui se touchaient au début, donc ne se touchent pas. Sinon vous n'avez pas la place en fait de mettre un atome au centre de chaque face, ou alors l'atome de chaque face serait bien moindre en termes de rayon, et ça c'est pas possible parce que tous les atomes sont pareils. Donc du coup il y a un problème de conception, et on a dit du coup que le côté en fait, l'arête du cube ne pouvait pas faire 2 R, mais devait faire un peu plus, et on devait trouver le nouveau paramètre de maille dans un deuxième énoncé que je vous ai demandé de traiter la semaine dernière. Pour faire ceci, du coup, il a fallu dire que dans le triangle AED, donc je remets le triangle, le triangle AED, qui est rectangle en E, et bien du coup le côté AD ici, qui est du coup l'hypoténuse, le côté AD au carré est égal à AE au carré plus ED au carré. Sachant que AE au carré est égal à 2R, mais du coup AE au carré, ça fait 4R au carré. Et ce que vous avez ici, ED, et ça fait aussi 4R au carré également. Si on réfléchit autrement, l'ancien paramètre de maille A, c'est exactement la longueur AE, puisque ça fait 2R. Donc du coup, AE, c'est A au carré. ED, c'est aussi A au carré. Donc du coup, DA, c'est la racine de 2A carré. Si vous avez du coup, ici, 2R au carré plus 2R au carré, sachant que A c'est 2R, et bien du coup, A carré plus A carré, ça fait 2 carré. Ça fait 2A carré, pardon. Donc du coup, si AD au carré, ça fait 2A carré, et bien AD, ça fait racine de 2A carré, et donc du coup, par règle mathématique, racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. Donc racine de 2 fois racine de A carré, et donc du coup, vous avez A racine de 2, la nouvelle arête du cube. Ok ? La nouvelle arête du cube, du coup, vous pouvez redéduire le volume du nouveau cube, avec la considération que les sphères, en fait, ne sont pas tangentes entre les sommets, mais entre un sommet et le centre d'une face. Et donc, du coup, le volume du nouveau cube, qu'on appelle V cube prime, est égal à A racine de 2 et V à la puissance 3. Donc, du coup, ça fait 0,56 fois 1,414, le tout mis au cube, et ça donne, du coup, 0,50 nanomètres cubes.
Et ça, c'est OK par rapport au V atome prime qu'on avait trouvé il y a 2 diapos, parce que maintenant, le volume des atomes entre bien dans le volume de la nouvelle maille. La compacité, du coup, je la recalcule, c'est le volume des atomes divisé par le volume du cube, et on avait trouvé 0,094 pour 0,18, donc les volumes des cubes en cubique face centré, enfin en cubique simple, divisé par le volume du cube cubique simple. Et là, du coup, vous trouvez 52%. Et vous vous souvenez, dans la diapo d'avant, je vous avais montré que c'était égal à pi sur 6, normalement, en mathématiques. Et bien, du coup, vous trouvez bien 52% dans les deux cas. Compacité C', maintenant, donc la compacité du réseau CFC, cubique face centré, c'est égal au volume atome prime qu'on avait trouvé, du coup 0,38 nanomètres cubes, divisé par le volume cube prime, le nouveau volume du cube, qu'on a trouvé avec le nouveau paramètre de maille, et bien, du coup ça fait 0,38 sur 0,50 et on tombe sur 76%. Et je vous avais dit du coup que ça c'était des chiffres à retenir parce que quel que soit ce que je vous demande, que ce soit cubique simple ou cubique face centré, et bien la compacité, quel que soit le nombre d'atomes, enfin quel que soit le type de matière que je vous demande, si c'est un cubique simple de chlore de sodium, de polonium, de silicium, de fer, de n'importe quoi, même de soufre, enfin bref, n'importe quoi qui respecte le fait que ce soit un cubique simple, eh bien aura une compacité de 52%, c'est comme ça. Et n'importe quoi du coup, soufre, chlore de sodium, sulfate de cuivre, CaF2, n'importe quoi, ok, qui respecte l'agencement cubique face centré, eh bien sa compacité sera de 76%, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, quand vous regardez la formule de la compacité, ça ne dépend que du volume des atomes et du volume du cube. Sauf que les deux sont liés entre eux. Donc du coup, en fait, la matière qui est choisie n'influe en rien sur la compacité. Et donc du coup, ces deux chiffres, 52 et 76%, seront systématiquement vrais, quelle que soit la matière que je vous donne à analyser. Et là, c'est super important. Ensuite, bon, j'ai pas traité la masse volumique dans une diapo, mais en gros, la masse volumique, vous prenez la masse, du coup, de l'atome en question, vous le multipliez par le nombre d'atomes qu'il y a dans la maille, donc pour le cubique simple, x 1, pour le cubique face centré, x 4, et vous le divisez par le volume du cube. Et tada, vous avez la masse volumique de votre maille. On passe à deux petits exercices vite fait pour vous faire comprendre quand même comment on fait ce genre d'exo, que je pourrais vous poser d'ailleurs demain, hein, ce serait possible que ce soit tout près de ça. Donc par exemple le numéro 6, page 46, il me semble, oui, 46. Donc du coup vous avez l'or qui est un métal constitué d'atomes de symbole AU. La structure cristalline, c'est-à-dire le type de structure cristalline conditionne la propriété macroscopique dont la masse volumique, hein, souvenez-vous, et cubique face centrée, représentée en maille, la maille en perspective cavalière. Donc la perspective cavalière, c'est ce que je vous ai habitué à faire. Hein. Donc là, j'ai pris la correction du livre. Hein. Donc là, on a une maille qui est faite très belle par ordinateur, où vous avez du coup les atomes qui sont devant et derrière. Si vous vous contentez du premier plan, vous aurez les points bien évidemment. Numéro 2, déterminer le nombre d'atomes par maille. Et bien du coup en cubique face centrée, vous savez qu'il y a 4 atomes par maille, et il y en a 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi. Donc 1 huitième de chacun des 8 atomes positionnés sur les sommets, et ensuite la moitié des 6 atomes positionnés au centre des faces. Et donc du coup le calcul vous donne 4, soit une maille contient donc 4 atomes. 3. En déduire la masse volumique ρ de l'or et la comparer à la valeur de référence ρ AU est égale à 1,94 fois 10 puissance 4 kg par mètre cube. La masse volumique du coup ρ est égale au quotient de la masse volumique sur le volume de la maille, et donc du coup vous faites ρ qui est égal à 4 fois la masse d'un atome d'or divisé par le paramètre de maille A élevé au cube. Et donc du coup vous avez 4 fois 3,27 fois 10 puissance moins 25, sachant que ça c'est quelque chose qu'on vous donnait dans l'énoncé, hein. Et vous divisez par 408 fois 10 puissance moins 12 le tout au cube, ça aussi on vous donnait dans l'énoncé, soit un ρ de 1,93 fois 10 puissance moins 4 kg, enfin 10 puissance 4 kg par mètre cube, et ce résultat correspond pile poil à la valeur de référence. Suivant, du coup, je pris le numéro 11, page 48. Les cristaux de polonium sont constitués d'atomes organisés selon la structure cubique simple. Donc vous voyez qu'on a fait une cubique face centrée, une cubique simple. Représentez en A la perspective cavalière de la maille du cristal de polonium. Et du coup, si vous revenez sur la diapo
un petit peu auparavant dans la vidéo, hein, au hasard celle-là, vous avez du coup en vert ici la bonne réponse. Déterminer le nombre d'atomes de polonium par maille. Il y a 8 atomes situés du coup sur les sommets, donc 8 fois 1/8, un atome de polonium par maille, en moyenne. 2A, en considérant les atomes sphériques et tangents, c'est-à-dire qu'on va considérer que les atomes au sommet se touchent, donc du coup que le paramètre de maille est égal à 2 fois le rayon d'une sphère de polonium. En considérant les atomes sphériques et tangents, établir la relation entre le paramètre de maille A du polonium et le rayon R des atomes de polonium. Et bien du coup, c'est ce que je viens de dire. Si vous avez du coup les atomes de polonium au sommet du cube qui se touchent, et il y a du coup du sommet du cube jusqu'au milieu, là où s'arrête la première sphère, bah, vous avez R. De l'autre côté, symétriquement, bah, vous avez aussi là le coin du cube, le sommet du cube jusqu'à la moitié, encore une fois R. Et bien si vous avez les deux, bah, ça fait 2R. Donc le paramètre A, l'arête du cube, ou le paramètre de maille de votre cube, et bien c'est égal à 2R, soit le diamètre de votre sphère de polonium. B, en déduire par un calcul la compacité du polonium. Et bien du coup, si votre paramètre de maille, eh bien c'est A, et que ça fait 2R, et bien du coup, bah, vous savez que votre volume, compacité, volume des atomes dans la maille, bah, du coup c'est 1 fois 4/3 de pi r au cube, divisé par A au cube, et donc normalement, si vous déterminez par un calcul savant la division des deux, c'est pas un calcul savant, c'est un calcul très simple, hein, bah, vous trouvez à la fin pi sur 6. Si vous calculez du coup en remplaçant par les valeurs, sachant que le paramètre de maille de l'atome du polonium est de 336 picomètres, donc 336 10.12 mètres, vous allez trouver encore une fois 52%. 3. Déterminer la valeur de la masse volumique ρ PO du polonium et la comparer à la valeur de référence que vous avez ci-contre, donc 9, 15, 10 puissance 3 grammes par litre. Et bien encore une fois, vous prenez la masse volumique, c'est égal à la masse du coup d'un atome de polonium que vous faites x1, parce qu'il y a un seul atome de polonium dans la maille. Et du coup ça fait 3,47 10 puissance moins 25, le tout divisé par le volume du cube, soit A au cube, soit 336 10 puissance moins 12, le tout au cube. Et de là, vous trouvez du coup ρ est égal à 9,15 10 puissance 3 kg par mètre cube. Sachant que kg par mètre cube est une unité qui est totalement équivalente à gramme par litre, et bien du coup vous trouvez 9,15 10 puissance 3 grammes par litre, et vous pouvez conclure que cette valeur est conforme à la valeur de référence. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu tout ça. J'ai fini cette vidéo ici. Je vous rappelle du coup l'exercice que nous avions à réaliser, enfin celui du cours que vous avez du coup ardemment travaillé, et vous avez le 6 et 11 qui sont des versions raccourcies un petit peu et moins complètes du cours qu'on a fait ensemble. Je vous souhaite du coup une bonne perfection de votre révision, et je vous souhaite bon courage du coup pour demain, et surtout pour le contrôle qui se passera mardi. Sur ce, bon travail à tous, et bonne fin de révision.